Vous êtes sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur le monde associatif et culturel de notre territoire, au-delà, puisqu'aujourd'hui on va essayer d'ouvrir un peu les frontières de la région pour s'intéresser à une association qui vit entre, on va dire, le Calvados et la Seine-Maritime, entre l'Orne et la Manche. Elle est donc régionale, c'est l'association France-Rhin Normandie. Pour nous en parler, deux invités. Tout d'abord Corinne Guérin, présidente. Corinne, bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Gilles Lenné, qui est le vice-président de cette même association. Gilles, bonsoir. Merci. Donc France-Rhin Normandie, tout d'abord, c'est une association qui a été créée il y a combien de temps? Où est-elle basée? Et à quoi elle sert? Corinne. Alors en fait, France-Rhin Normandie est toute jeune. Elle a repris, c'était une association qui s'appelait la FNAIR, donc Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux, qui a été créée en 1972. D'accord. Donc le nom de FNAIR n'était pas très lisible pour le grand public. Le logo était un peu obsolète, donc on a essayé d'avoir une identité visuelle plus marquée et plus moderne. Ok. Un siège social pour la région qui se trouve où? À Caen. À Caen. Mais c'est une association nationale. Nationale. Et au niveau de la région, il y a des antennes un peu partout dans le département? Un peu partout. Dans le 76, on a des adhérents un peu partout, effectivement. Dans le 27, c'est un petit peu plus difficile. Et puis, autrement, on est représenté dans les 3 départements ex-bas normand. Ok. D'après ce que j'ai compris, un peu plus de 2000 personnes sont dialysées. C'est un chiffre dialysé par an? 2200 personnes à peu près dialysées par an? 2200 personnes dans toute la Normandie, oui. Des gens qui sont dialysés ou en hôpitaux ou à la maison. Et autant sont greffés? Un peu moins? Oui, on a du mal à avoir le nombre de greffes. D'accord. Mais c'est dans cet ordre-là. Une question un peu bateau, Gilles, est-ce que c'est plus compliqué de trouver des donneurs, etc., pour des greffes de reins que pour, mettons, la greffe du cœur? Ou c'est le même combat? C'est le même combat, mais il y a quand même 2 reins dans une personne décédée. Donc effectivement, il y a 2 fois plus de possibilités d'être greffé. Il y a 2 fois plus d'organes disponibles. D'accord. Et puis la compatibilité est plus facile pour un rein que pour un cœur. C'est-à-dire on peut se permettre de greffer un rein qui n'est pas tout à fait compatible. C'est pas trop grave si le rein ne marche plus après parce qu'on retourne en dialyse. Par contre, un cœur qui n'est pas du tout, qui est pas compatible et qui s'arrête, là c'est fini. Et on peut vivre avec un seul rein? Et on vit avec un seul rein. Il y a énormément de gens qui vivent avec un seul rein de naissance ou suite à un accident ou suite à une maladie, oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut greffer aussi une partie du rein? Non, c'est impossible. Il faut greffer la totalité du rein. C'est pas comme le foie, par exemple, où on prend un morceau et ça peut s'agrandir. Le rein, c'est dans sa totalité parce que, par exemple, il y a les glandes surrénales qui sont dessus. Voilà, donc on ne peut pas couper le rein en 2, c'est absolument impossible. De toute façon, il serait trop petit, parce que déjà un rein tout seul arrive à faire marcher un corps, mais c'est juste, c'est limite. 2 centres de greffe en Normandie, Caen et Rouen, oui, tout à indépendamment. Un service de néphrologie pédiatrique qui se situe au CHU de Rouen, d'après ce que j'ai compris. Alors le service de néphrologie, c'est quoi, Gilles? Donc le service de néphrologie, c'est le service qui s'occupe des patients avant qu'ils soient pris en dialyse. L'objectif, c'est de retarder le plus possible la mise en dialyse des gens, c'est-à-dire retarder la dégradation des reins en mettant en régime sans sel, en maîtrisant la tension artérielle. La greffe, c'est encore après. D'accord. La greffe, c'est encore après. On peut faire des greffes préemptives avant de passer en dialyse, mais la néphrologie, c'est vraiment je m'occupe du rein avant qu'il soit ce qu'on appelle en grade 4, c'est-à-dire complètement défaillant. D'accord. Et l'association donc, qui s'occupe des centres d'autodialyse et l'installation à domicile, c'est l'ANIDER. Corinne, l'ANIDER, c'est quoi? C'est une association à... Comment on appelle ça aide-moi, Gilles. Une attestation. Le style loi 1901, oui, tout simplement. C'est un établissement de santé publique sans but lucratif. Voilà. D'accord. Elle fait quoi, cette association? L'ANIDER. L'ANIDER, c'est une association qui soigne les patients. D'accord. C'est-à-dire qui se substitue au centre lourd de façon à alléger les traitements dans des structures plus petites et plus libres. D'accord. En fait, les patients se prennent eux-mêmes en compte pour se soigner. D'accord. Ça va d'ailleurs jusqu'à la dialyse à domicile.
Ok, ça on en parlera dans une prochaine émission. Comment ça se passe au niveau de la vie de l'association que vous représentez, vous qui êtes de la Seine-Maritime et vous, je crois, Corinne, du Calvados. Tout à fait. Vous vous rassemblez, vous vous réunissez souvent, vous arrivez à vous parler, j'imagine bien, mais à vous réunir aussi entre membres d'associations régionales et nationales. Oui, tout à fait. Moi, il faut reconnaître que la réunification de la Basse et de la Haute-Normandie nous a posé problème, pas par la manière des manières de travailler différentes, mais par le fait de la dieppe. Oui. Cherbourg-Dieppe, tout le monde sait que c'est pas simple. Donc ça nous pose de gros problèmes. Mais bon, on essaie de passer au-dessus et puis on coupe la route en deux. D'accord. C'est pour ça qu'on a choisi le siège de l'association sur Caen. Bon, c'est pas tout à fait le centre, mais c'est ce qui pour nous était le plus simple. Donc on essaie de se retrouver le plus souvent possible. On organise des sorties 2 fois par an, justement pour regrouper les adhérents. Et puis, nous participons à toutes les assemblées générales des différents départements pour essayer de nous retrouver le plus souvent possible. D'après ce que j'ai compris, vos assemblées générales de région se déroulent pratiquement dans la région de Lisieux-Pont-l'Évêque, dans le Pays d'Auge. Oui, c'est plus central. C'est ce qu'on appelle le cœur de Normandie. Oui, c'est plus central. Et votre dernier AG, c'était le 19 mars, c'est ça? Oui, le 18. Le 18, et c'est là en fait qu'on a changé un peu les noms, qu'on a... Alors, le nom avait été changé au niveau national à Marseille l'année dernière, au mois de mai. Et les associations régionales avaient 1 an pour pouvoir le faire. D'accord. Donc on a profité de notre assemblée générale. Changement de bureau, vous êtes une nouvelle présidente? Non, présidente depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Et vous étiez aussi vice-président aussi depuis l'année dernière. Donc la dernière assemblée générale n'a rien bousculé? Non, rien bousculé. Il y a, je crois, une prochaine AG pour le Calvados le 8 avril. Tout à fait, à Courseulles. À Courseulles, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans des AG départementales qui sont différentes des AG régionales? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes sujets. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que les départements ne sont pas autonomes financièrement. Ils n'ont pas de trésorerie propre, mais autrement, tout fonctionne de la même manière. Ok. Il y a une opération qui est en train de s'achever. C'était ce qu'on appelle la semaine en fait du Rhin, etc. On ne peut pas en faire un bilan puisqu'elle continue. Elle s'est terminée mardi. Mardi, mais ça continue encore dans d'autres régions ou pas? Oui, Gilles? Oui, dans d'autres régions. On s'étale sur tout le mois de mars parce que c'est pas possible d'avoir assez de bénévoles pour faire tout dans une semaine. D'accord. Étant donné qu'on est tous des bénévoles malades, on a tous besoin d'un peu de repos entre deux journées de dépistage qui sont quand même épuisantes. Quoi, hein. Je relève justement ce que vous venez de dire, Gilles. On est tous des bénévoles malades, mais est-ce qu'il peut y avoir des bénévoles en bonne santé qui viennent vous aider ou pas? Est-ce que ça peut arriver? Ça arrive que nous ayons des adhérents qui sont des aidants. C'est-à-dire que c'est la famille, c'est le conjoint ou l'enfant qui est malade. Et donc, ils s'investissent dans l'association justement pour aider la personne malade. D'accord. Mais, et puis aussi, ça nous arrive d'avoir des adhérents qui ont connu un insuffisant rénal dans leur entourage et qui sont venus nous rejoindre. D'accord. Cette semaine nationale du Rhin, on pourra en fait la thématiser et en tirer un bilan dans combien de temps à peu près? Pour nous, dans 8-10 jours. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend en fait de cette 13e édition déjà? De dépister un maximum de gens et Parce que c'est compliqué, non, de faire venir les gens, enfin, de les inciter à venir dans un hôpital. Non, pas trop. Mais si vous voulez, nous surtout, ce qu'on veut, c'est dans les années qui viennent, trouver de moins en moins de personnes avec des résultats négatifs. D'accord. Gilles, en fait, c'est parce qu'ils sont... C'est en fait l'objectif du dépistage. Il faut savoir que 30% des dialysés aujourd'hui sont pris en urgence. C'est-à-dire des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient malades et du jour où les symptômes apparaissent, dans le mois qui suit, ils sont pris en dialyse. Donc l'objectif de la semaine du Rhin, en fait, c'est de dépister ces gens-là, c'est les 30%-là, pour lesquels il y a un début d'insuffisance rénale, c'est-à-dire tout simplement de l'albumine, de l'hypertension, du sang dans les urines, et ces gens-là qui risquent d'être dialysés dans 20 ans, et voilà, on essaye de les dépister pour retarder le plus possible la mise en dialyse et surtout anticiper
anticiper tout ça. C'est ces 30%-là qui nous dérangent en fait. Donc c'est un chiffre exact là et assez impressionnant. 6 millions de personnes ont les reins malades et ne le savent pas, et l'ignorent. Exactement. Tout à fait. Et on peut vivre... Eh bien, en fait, il n'y a aucun symptôme puisque vous avez ce qu'on appelle un capital néphron, c'est-à-dire que vous avez des milliards de néphrons. Imaginons, je ne connais pas le chiffre, mais qu'il y en a beaucoup trop par rapport à nos besoins. D'accord. Et donc, en fait, les néphrons se détruisent au fur et à mesure, mais on ne s'en rend pas compte puisqu'il y en a toujours suffisamment pour que le corps soit épuré. Et il arrive un moment où il n'y a plus assez de néphrons fonctionnels par rapport à nos besoins biologiques. Et là, effectivement, ça commence à avoir des symptômes. Donc, c'est l'essoufflement, les œdèmes, les jambes gonflées, l'urée qui monte, l'hypertension qui arrive. Et donc, en fait, tout ce temps qu'on a passé à détruire nos néphrons sans s'en apercevoir, on ne peut pas revenir en arrière, en fait. Okay. On ne peut pas réparer des néphrons. Corinne et Gilles, on est arrivé au bout des 10 minutes. On va se quitter avec un numéro de téléphone peut-être et une adresse internet éventuellement, si on veut des renseignements, une adresse. Une adresse internet, c'est toi. Donc l'adresse internet c'est fnernormandie.org. Ouais. Et le site c'est franceRhin.org. Ok, on vous retrouve très vite pour une nouvelle émission. On parlera encore de France Rhin Normandie. Merci.